Le brouillard matinal s'accrochait aux flancs escarpés des Vosges, comme une écharpe grise, voilant les contours de la petite vallée où nichait Saint-Renard. Depuis la fenêtre du train qui serpentait laborieusement vers cette destination reculée d'Alsace, Isabeau Renaud observait le paysage avec un mélange d'anticipation et d'inquiétude. Les forêts de sapins semblaient s'étendre à l'infini, ponctuées çà et là par des clairières où paissaient quelques vaches aux robes tachetées. « Nous approchons, mademoiselle », annonça le contrôleur en alsacien teinté d'un fort accent français. « Saint-Renard, terminus ». Isabeau hocha la tête, rajustant ses lunettes cerclées d'acier et vérifiant une dernière fois le contenu de sa sacoche en cuir. À 28 ans, elle était déjà reconnue comme l'une des archéologues les plus prometteuses de France, spécialisée dans les civilisations préhistoriques européennes. Cette mission en Alsace représentait pour elle une opportunité exceptionnelle. Étudier un site potentiellement néolithique découvert par hasard lors de travaux de terrassement pour l'extension de l'église du village. Le train s'immobilisa dans un grincement métallique. Isabeau descendit sur le quai désert, ses bottines résonnant sur les pavés humides. L'air était vif et portait l'odeur de la terre mouillée mêlée aux senteurs résineuses de la forêt proche. Elle fut accueillie par un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au visage buriné par le grand air. « Mademoiselle Renaud, je suis Auguste Zimmermann, le maire de Saint-Renard. Bienvenue dans notre modeste commune. » Isabeau lui serra la main, remarquant la fermeté de sa poigne et la sincérité de son sourire, bien qu'une ombre d'inquiétude semblât voiler son regard. « Monsieur le maire, je vous remercie de votre accueil. J'ai hâte de découvrir ce site dont m'a parlé le professeur Moreau dans sa correspondance. » Auguste chargea les bagages d'Isabeau dans sa charrette, tirée par un robuste cheval de trait. Tandis qu'il traversait les rues étroites du village, Isabeau observait les maisons à colombages typiques de la région, leurs façades ornées de géraniums rouges malgré la saison avancée. Les habitants qu'il croisait les saluaient poliment, mais elle ne put s'empêcher de noter leurs regards furtifs et leurs murmures étouffés sur leur passage. Le village semble préoccupé par quelque chose, observa-t-elle délicatement. Auguste soupira, guidant son cheval vers une pente douce qui menait au centre du bourg. « Les gens d'ici sont superstitieux, mademoiselle. Cette découverte, elle a réveillé de vieilles peurs. Vous comprendrez bientôt. » Ils s'arrêtèrent devant une auberge au charme rustique, aux serres blancs, dont l'enseigne grinçait doucement dans la brise. Madame Gertrude Hoffmann, la tenancière, une femme robuste aux joues rougeaudes, les accueillit avec une cordialité teintée de nervosité. « Mademoiselle l'archéologue, nous vous avons préparé notre plus belle chambre. J'espère que vous ne resterez pas trop longtemps près de... Enfin, vous savez où. » Isabeau fronça les sourcils. « Près de quoi, madame ?» Un silence pesant s'abattit sur l'entrée de l'auberge. Madame Hoffmann échangea un regard inquiet avec le maire avant de répondre à voix basse « Le puits d'enfer, mademoiselle. C'est ainsi qu'on l'appelle depuis des siècles. » Auguste s'éclaircit la gorge. « Allons, Gertrude, ne troublez pas notre invitée avec de vieilles histoires. Mademoiselle Renaud, permettez-moi de vous expliquer la situation. Il y a 3 semaines, lors des travaux d'extension de l'église Saint-Martin, les ouvriers ont découvert une structure souterraine inhabituelle. En creusant plus profondément, ils ont mis au jour ce qui semble être un ancien puits, scellé par d'énormes blocs de pierre. Isabeau sentit son cœur s'accélérer. Scellé, cela suggère une importance particulière, peut-être rituelle. Avez-vous pu estimer la profondeur? C'est justement le problème, répondit Auguste en baissant la voix. Nous avons fait descendre des cordes sur plus de 50 mètres sans atteindre le fond. Et puis, il y a eu les découvertes. Quelles découvertes? Madame Hoffmann se signa discrètement. Des ossements, mademoiselle. Beaucoup d'ossements. Et dans un état troublant. Isabeau déposa ses affaires dans sa chambre, une pièce confortable, aux poutres apparentes et à la fenêtre donnant sur la forêt environnante. Elle changea rapidement de tenue, revêtant une robe de travail pratique et des bottes solides. L'excitation de la découverte l'emportait sur toute autre considération.
Une heure plus tard, Auguste la conduisait vers le site de fouilles situé derrière l'église gothique du village. Le contraste était saisissant. La belle architecture sacrée se dressait comme un rempart contre les mystères enfouis dans la terre. Un périmètre avait été délimité autour d'une excavation de forme circulaire d'environ 4 mètres de diamètre. « Voici votre équipe », annonça Auguste en désignant 3 hommes qui les attendaient près du site. Le premier, un homme élancé d'une trentaine d'années aux cheveux châtains et aux yeux verts perçants, s'avança vers elle. « Mademoiselle Renaud, je suis Théodore Blanchard, votre assistant de terrain. J'ai étudié l'archéologie à la Sorbonne. »« Enchanté, monsieur Blanchard. Votre expérience sera précieuse. » Le deuxième homme, plus âgé et aux mains calleuses d'un travailleur manuel, se présenta. « Marcel Dubois, contremaître des travaux de terrassement. C'est moi qui ai fait la découverte initiale. » Isabeau salua Marcel, puis se tourna vers le troisième homme, un géant aux épaules larges et au visage grave. « Et vous êtes ?»« Hans Müller » répondit-il avec un accent allemand prononcé, « spécialiste en géologie et structures souterraines. Le professeur Moreau m'a recommandé pour cette mission. » Isabeau s'approcha du bord de l'excavation et se pencha pour examiner la structure. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Le puits était effectivement taillé dans la roche naturelle, mais avec une précision et une régularité qui témoignaient d'un travail humain sophistiqué. Les parois étaient ornées de gravures primitives, des spirales et des symboles qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. Ces gravures, elles semblent antérieures à tout ce que nous connaissons dans la région, murmura-t-elle fascinée. Théodore hocha la tête. C'est ce que nous pensons aussi. Mais regardez ceci. Il lui tendit un morceau d'os blanchi par le temps. Nous avons trouvé cela près de l'entrée, avec plusieurs autres fragments. L'analyse préliminaire suggère qu'ils sont très anciens, peut-être néolithiques. Isabeau examina l'ossement à la loupe. Des marques étranges, apparemment faites par des outils tranchants, étaient visibles sur sa surface. Ces entailles, elles ne ressemblent pas à des marques de dépeçage classiques. On dirait plutôt des marques rituelles, compléta Hans de sa voix grave. J'ai vu des traces similaires sur des sites de sacrifice en Germanie. Marcel cracha par terre avec dégoût. Sacrifice! Voilà bien le genre de choses qui inquiètent les villageois. Ils parlent de malédiction et de démons. Les superstitions locales sont souvent basées sur des éléments historiques réels, observa Isabeau. Avez-vous recueilli des témoignages sur les légendes entourant ce lieu? Auguste s'éclaircit la gorge. Il existe effectivement des récits transmis oralement depuis des générations. Il parle d'un culte ancien qui utilisait ce puits pour des pratiques sombres. Selon la légende, le puits serait un passage vers les profondeurs infernales. Isabeau sourit. Les légendes populaires exagèrent toujours, mais elles conservent souvent un noyau de vérité historique. Ce puits pourrait effectivement avoir eu une fonction rituelle importante. Elle passa le reste de l'après-midi à examiner minutieusement les abords du site, prenant des notes détaillées et des croquis des gravures. Plus elle étudiait la structure, plus elle était convaincue d'avoir affaire à une découverte majeure. L'âge apparent du site, la sophistication de sa construction et la richesse de ses ornements suggéraient une culture développée et organisée. Alors que le soleil déclinait derrière les montagnes, projetant de longues ombres sur le site de fouilles, Isabeau ressentit une étrange sensation. Un courant d'air froid sembla remonter des profondeurs du puits, portant avec lui une odeur indéfinissable, à la fois terreuse et métallique. « Il fait plus frais, nous devrions rentrer », suggéra Théodore en frissonnant légèrement. Isabeau acquiesça à regret. « Demain, nous commencerons les véritables fouilles. J'aimerais explorer le puits en profondeur et comprendre sa véritable nature. » Tandis qu'il s'éloignait du site, elle ne put résister à l'envie de se retourner une dernière fois. Dans la pénombre grandissante, le puits lui apparut comme une bouche béante, un œil noir fixé sur le ciel. Un frisson la parcourut, mais elle l'attribua à la fraîcheur de la soirée alpine. De retour à l'auberge, Madame Hoffmann leur servit un dîner copieux. Choucroute garnie, saucisses fumées et riesling local. L'atmosphère était chaleureuse, mais Isabeau remarqua les regards anxieux des autres clients de l'auberge quand la conversation portait sur leurs travaux.
« Dites-moi, Madame Hoffmann, demanda-t-elle pendant le repas, que racontent exactement les légendes locales sur ce puits ?» La tenancière échangea un regard inquiet avec son mari, qui essuyait silencieusement les verres derrière le comptoir. « Eh bien, mademoiselle, on dit que dans les temps très anciens, avant même que les Romains n'arrivent ici, vivait dans ces montagnes un peuple différent. Ils vénéraient des divinités sombres et pratiquaient des rituels terrifiants. » « Quel genre de rituels ? » ?»« Des sacrifices humains, chuchota Madame Hoffmann, en jetant des regards nerveux autour d'elle. On dit qu'ils jetaient leurs victimes dans le puits, croyant ainsi nourrir quelque chose de monstrueux qui habitait les profondeurs. Les victimes ne mouraient pas tout de suite. Leurs cris résonnaient pendant des jours. Théodore secoua la tête avec un sourire sceptique. Voilà le genre d'histoires qui naissent quand l'imagination populaire s'empare de découvertes archéologiques. Peut-être, concéda Madame Hoffmann, mais mon grand-père racontait que parfois, la nuit, on entendait encore des gémissements sortir de terre près de l'église. Et depuis qu'on a ouvert ce maudit puits, elle laissa sa phrase en suspens, mais Isabeau vit la peur sincère dans ses yeux. Plus tard, dans sa chambre, Isabeau rédigea ses premières impressions dans son carnet de terrain. Malgré les légendes superstitieuses, elle était convaincue que ce site recelait des informations précieuses sur les civilisations préhistoriques de la région. La sophistication architecturale du puits, les gravures complexes et l'abondance des restes osseux suggéraient un centre cultuel d'importance majeure. Elle s'endormit en planifiant mentalement les fouilles du lendemain, l'esprit encore empli des mystères que recélaient les profondeurs du puits de Saint-Renard. Dans ses rêves, elle entendait un écho lointain comme le murmure de voix anciennes remontant des abysses du temps. « D'où me suivez-vous » Laissez un commentaire. Le lendemain matin, Isabeau se réveilla avant l'aube, tiré de son sommeil par un rêve troublant où des voix lointaines l'appelaient depuis les profondeurs obscures. Elle secoua la tête pour chasser ses impressions nocturnes et se prépara rapidement, impatiente de commencer les véritables fouilles. L'équipe se retrouva sur le site dès les premières lueurs de l'aube. Hans avait apporté du matériel spécialisé, cordes solides, poulies, lanternes et équipements de sécurité. Marcel dirigeait 2 ouvriers locaux qui avaient accepté de les aider malgré leurs réticences évidentes. « Nous allons procéder méthodiquement », expliqua Isabeau en disposant ses instruments sur une table de travail improvisée. D'abord, nous explorerons les premiers mètres du puits pour établir une cartographie précise. Ensuite, nous descendrons progressivement en cataloguant chaque découverte. Théodore avait installé un système de poulies au-dessus de l'ouverture. J'ai testé l'équipement ce matin. Il peut supporter le poids d'un homme et de son matériel sans problème. Les premiers indices apparurent dès qu'ils commencèrent à dégager soigneusement les débris accumulés près de l'ouverture. Sous une couche de terre et de pierres éboulées, Isabeau découvrit d'autres fragments d'ossements humains, mais aussi des objets façonnés. Des pointes de silex taillées, des fragments de poterie grossière et, plus troublant, ce qui ressemblait à des bijoux primitifs tachés d'une substance brune et cristallisée. « Regardez ceci !» appela Théodore depuis l'autre côté du puits. Il tenait délicatement un crâne humain, presque intact. L'os est remarquablement bien conservé, mais voyez ces marques. Isabeau examina le crâne à la loupe. Des entailles profondes marquaient le sommet et les tempes, formant un motif géométrique complexe. Ces incisions ont été faites post-mortem, murmura-t-elle, mais regardez la précision du travail. Ce n'est pas l'œuvre de barbares primitifs. Hans, qui étudiait les parois du puits, les interpella. « Mademoiselle Renaud, vous devriez voir ceci. Les gravures descendent beaucoup plus profondément que nous le pensions, et elles semblent raconter une histoire. » Isabeau s'approcha du bord et se pencha pour observer les parois rocheuses. Effectivement, les spirales et symboles qu'elle avait remarqués la veille se prolongeaient vers les profondeurs, formant des frises narratives complexes. Avec sa lampe, elle parvint à distinguer des représentations humaines stylisées, des animaux étranges et des formes géométriques répétitives. « Il nous faut descendre », décida-t-elle. Ces gravures pourraient nous révéler la véritable fonction de ce puits. Marcel secoua la tête avec inquiétude. « Mademoiselle, mes ouvriers refusent de descendre là-dedans. Ils disent que ça porte malheur. Je comprends leurs craintes,
Mais nous sommes des scientifiques. Nos découvertes pourraient révolutionner notre compréhension des civilisations néolithiques européennes. Théodore vérifia une dernière fois l'équipement de descente. Je descends en premier pour évaluer la sécurité. Si tout va bien, vous pourrez me suivre. 1 heure plus tard, Théodore était suspendu à 10 mètres de profondeur, sa lanterne projetant des cercles de lumière vacillantes sur les parois du puits. Sa voix résonnait étrangement dans l'espace confiné. « Les gravures sont de plus en plus détaillées !» cria-t-il. « Et je vois des alcôves creusées dans la roche. Il y a quelque chose dedans. » Isabeau descendit à son tour, son cœur battant d'excitation et d'appréhension. L'air devenait plus frais et plus humide à mesure qu'elle s'enfonçait. L'odeur qu'elle avait remarquée la veille s'intensifiait, mélange troublant de terre, de métal et d'autres choses qu'elle ne parvenait pas à identifier. À 15 mètres de profondeur, elle rejoignit Théodore sur une corniche naturelle qui faisait le tour du puits. Des niches avaient effectivement été creusées dans la roche et chacune contenait des objets soigneusement disposés. Poteries, outils en silex, bijoux de bronze et des restes humains arrangés selon un ordre précis. « C'est extraordinaire », murmura Isabeau en examinant l'une des niches. « Ces dépôts suivent un rituel funéraire complexe. Regardez comme les corps sont positionnés, toujours la tête tournée vers les profondeurs du puits. » Théodore dirigea sa lanterne vers le bas. « Et nous ne sommes qu'au début. Le puits continue de descendre. Écoutez. » Ils tendirent l'oreille. Un léger courant d'air remontait des profondeurs, portant avec lui un son à peine perceptible, comme un murmure lointain ou le sifflement du vent dans des cavités rocheuses. « Phénomène acoustique naturel », expliqua Isabeau, bien qu'elle ne pût réprimer un frisson. Les cavités souterraines peuvent créer des effets sonores surprenants. Ils passèrent l'après-midi à documenter méticuleusement chaque niche, chaque gravure, chaque objet. Plus ils descendaient, plus la sophistication des dépôts augmentait. À 30 mètres de profondeur, ils découvrirent une chambre circulaire taillée dans la roche, ornée de fresques complexes représentant des scènes rituelles. Ces peintures, elles sont remarquablement préservées, observa Théodore en dirigeant sa lanterne sur les murs. Regardez ces couleurs, du rouge ocre, du noir de charbon et cette teinte brune, on dirait du sang, compléta Isabeau à voix basse. Du sang mélangé à des pigments pour créer une peinture durable. Les fresques racontaient effectivement une histoire. Des processions de figures humaines stylisées se dirigèrent vers une ouverture circulaire, clairement représentée comme l'entrée du puits. D'autres scènes montraient des rituels complexes, des danses autour de brasiers et, plus troublants, des sacrifices où des victimes étaient précipitées dans l'abîme. Cette civilisation avait développé un culte centré sur ce puits, analysa Isabeau. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'un lieu de sépulture, mais d'un point de passage vers un monde souterrain, peut-être leur version de l'au-delà. Soudain, un cri de terreur retentit au-dessus d'eux. La voix de Marcel leur parvint, déformée par l'écho. « Mademoiselle, remontez vite, il se passe quelque chose d'anormal. » Ils remontèrent rapidement à la surface, où ils trouvèrent Marcel et ses ouvriers dans un état de panique évidente. L'un des ouvriers, un jeune homme nommé Fritz, tremblait convulsivement et bégayait des mots incohérents en dialecte alsacien. « Que s'est-il passé ?» demanda Isabeau. Marcel essuyait la sueur de son front malgré la fraîcheur de l'air. Fritz était en train de trier les ossements que nous avons remontés ce matin. Soudain, il s'est mis à crier qu'il bougeait, que les crânes le regardaient. Isabeau examina le jeune homme, dont les pupilles étaient dilatées et qui murmurait continuellement des phrases inintelligibles. Il a peut-être été intoxiqué par des vapeurs souterraines. Certaines cavités peuvent contenir des gaz qui affectent le système nerveux. Hans, qui étudiait les échantillons prélevés, leva la tête. J'ai analysé la composition de l'air remontant du puits. Il y a effectivement des traces de gaz inhabituelles. Rien de toxique à faible concentration, mais suffisant pour provoquer des hallucinations chez des personnes sensibles. Cette explication rationnelle calma quelque peu l'équipe. Mais Isabeau remarqua que les ouvriers locaux jetaient des regards inquiets vers le puits,
comme s'il s'attendait à voir quelque chose en émerger. En fin d'après-midi, alors qu'ils rangeaient le matériel, Théodore fit une découverte qui changea la nature de leur mission. En dégageant soigneusement la terre autour de l'ouverture du puits, il mit au jour une pierre plate gravée, apparemment utilisée comme seau ou couvercle. Cette pierre, elle était clairement destinée à fermer le puits, observa Isabeau en étudiant les gravures qui ornaient sa surface. Regardez ces symboles, ils sont différents de ceux des parois, plus récents aussi. Les gravures de la pierre de scellage représentaient des figures humaines dans des poses de supplication ou de terreur, face à une forme tentaculaire émergeant d'un gouffre. Des inscriptions runiques bordèrent la scène dans un alphabet que ni Isabeau ni Théodore ne reconnaissaient immédiatement. Ces runes, elles ressemblent à de l'ancien germanique, mais avec des variations que je n'ai jamais vues, murmura Hans en se penchant sur la pierre. Si je devais deviner, je dirais qu'elle constitue une formule d'exorcisme ou de bannissement. Marcel cracha de nouveau par terre. Vous voyez, même les anciens savaient qu'il fallait garder cette chose fermée. Isabeau secoua la tête. Nous ne devons pas nous laisser influencer par des superstitions. Cette pierre prouve simplement que le puits avait une importance rituelle majeure et qu'à un moment donné, probablement lors de changements religieux ou culturels, il a été délibérément scellé. Mais au fond d'elle-même, elle ne pouvait ignorer un sentiment croissant d'inquiétude. Plus ils exploraient le puits, plus les découvertes suggéraient une civilisation obsédée par quelque chose de sombre et de terrifiant tapi dans les profondeurs terrestres. Ce soir-là, à l'auberge, l'atmosphère était tendue. Fritz, l'ouvrier qui avait eu sa crise de panique, avait été ramené chez lui par sa famille, mais les rumeurs de sa possession s'étaient rapidement répandues dans le village. Les habitants regardaient l'équipe d'archéologues avec un mélange de peur et de reproche. Madame Hoffmann servit le dîner en silence, évitant soigneusement de croiser leurs regards. Finalement, Auguste arriva à l'auberge, le visage grave. « Mademoiselle Renaud, je dois vous parler. Les villageois sont très inquiets. Ils demandent l'arrêt des fouilles. » Isabeau posa sa fourchette. « Monsieur le maire, nous faisons des découvertes extraordinaires. Ce site pourrait révolutionner notre compréhension de la préhistoire européenne. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Je comprends votre enthousiasme scientifique, mais vous devez comprendre aussi la situation du village. Ces gens vivent ici depuis des générations. Pour eux, certaines choses doivent rester enfouies. » Théodore intervint. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le maire, la science ne peut pas s'incliner devant la superstition. » Auguste soupira profondément. « Peut-être, mais hier soir, après votre départ du site, le père Bénédicte est allé bénir le puits. Il est revenu terrorisé, affirmant avoir entendu des voix sortir des profondeurs, des voix qui lui parlaient en latin médiéval. Un silence pesant s'abattit sur la table. Même Isabeau, malgré son scepticisme scientifique, sentit un frisson la parcourir. « Le père Bénédicte est un homme instruit et raisonnable, » continua Auguste. « S'il dit avoir entendu quelque chose, les phénomènes acoustiques peuvent créer des illusions sonores très convaincantes, » rationalisa Isabeau. « Les cavités souterraines agissent comme des caisses de résonance. » Mais cette nuit-là, dans sa chambre, Isabeau eut du mal à trouver le sommeil. Par la fenêtre ouverte, elle entendait le vent dans les sapins et parfois, lui semblait-il, un écho lointain qui pourrait avoir été des voix. Elle se leva plusieurs fois pour refermer la fenêtre, puis la rouvrit, incapable de décider si ce qu'elle entendait était réel ou le produit de son imagination surexcitée. Dans ses rêves agités, elle marchait dans des corridors souterrains interminables, suivant des voix qui l'appelaient toujours plus profondément dans les entrailles de la terre. Des figures encapuchonnées l'entouraient, tendant vers elle des mains osseuses, et au fond de l'abîme, quelque chose d'immense et d'affamé attendait son arrivée. Le troisième jour des fouilles commença sous un ciel plombé qui pesait sur la vallée comme une chape oppressante. Isabeau se réveilla avec la sensation persistante que quelque chose avait changé pendant la nuit, bien qu'elle ne pût définir quoi exactement. L'air même semblait plus dense, chargé d'une électricité qui faisait se dresser les cheveux sur sa nuque.
En descendant prendre son petit déjeuner, elle trouva l'auberge inhabituellement silencieuse. Madame Hoffmann s'affairait au fourneau sans prononcer un mot, évitant soigneusement son regard. Théodore était déjà attablé, l'air sombre, picorant distraitement son pain et sa confiture. « Bonjour Théodore, vous avez l'air préoccupé. » Il leva vers elle des yeux cernés. « J'ai mal dormi, des rêves, étranges. Et vous ?» Isabeau s'assit en face de lui, troublée de constater qu'elle n'était pas la seule à avoir passé une nuit agitée. Également des rêves troublants, sans doute la fatigue et l'excitation de nos découvertes. Madame Hoffmann s'approcha pour verser du café, mais sa main tremblait légèrement, faisant teinter la porcelaine. « Pardonnez-moi, mademoiselle, mais cette nuit, nous avons tous entendu des bruits étranges, des gémissements qui semblèrent venir de la terre elle-même. » Isabeau et Théodore échangèrent un regard. « Quel genre de bruit, exactement ?» demanda Isabeau. « Des voix, mademoiselle. Des voix qui appelaient en français ancien et parfois dans une langue que personne ne reconnaissait. Mon mari est allé voir dehors, mais les sons ne venaient d'aucune direction précise. C'était comme s'ils montaient du sol. Sur le site de fouille, ils retrouvèrent Hans et Marcel dans un état d'agitation évidente. Les ouvriers locaux avaient refusé de venir, prétextant une épidémie soudaine de maux de ventre, mais tout le monde savait qu'ils avaient simplement peur. « Nous avons un problème », annonça Hans sans préambule. « Cette nuit, quelque chose s'est passé sur le site. » Il les conduisit vers le puits. Isabeau retint un cri de surprise. Les outils et équipements qu'ils avaient soigneusement rangés la veille étaient éparpillés autour de l'excavation, comme si une force invisible les avait projetés. Plus troublante encore, la terre fraîchement creusée autour du puits présentait des marques circulaires, comme si quelque chose avait tourné autour de l'ouverture pendant des heures. « Vous pensez à un acte de vandalisme ?» demanda Théodore, bien que sa voix trahît son scepticisme. Hans secoua la tête. « J'ai examiné les traces. Elles ne correspondent à aucun pied humain ou animal que je connaisse. Et puis, regardez ceci. » Il les conduisit vers leur table de travail improvisée. Tous les échantillons d'ossements qu'ils avaient méticuleusement catalogués et arrangés avaient été réorganisés. Les crânes formaient maintenant un cercle parfait, tous tournés vers le centre, vers le puits. Les autres os étaient disposés en spirale concentrique, créant un motif complexe et troublant. « Oh, c'est impossible !» murmura Isabeau. « Il aurait fallu des heures pour créer cet arrangement, et personne dans le village n'a les connaissances nécessaires pour... » Sa phrase mourut dans sa gorge. Au centre du cercle de crâne, là où aucun objet ne se trouvait la veille, reposait un petit livre relié de cuir noir, visiblement très ancien. Marcel recula instinctivement. Ce livre, il n'était pas là hier soir, j'en suis certain. Isabeau s'approcha prudemment, son cœur battant à tout rompre. Le livre semblait irradier une aura de malaise, comme si sa seule présence altérait l'atmosphère environnante. La reliure de cuir était craquelée par l'âge, mais remarquablement préservée. Des caractères étranges étaient gravés sur la couverture dans un alphabet qu'elle ne reconnaissait pas. « Nous devons l'examiner », dit-elle finalement, surmontant sa répugnance instinctive. Il pourrait contenir des informations cruciales sur ce site. D'une main tremblante, elle ouvrit le livre. Les pages étaient faites d'un parchemin épais, jauni par les siècles, et couvertes d'une écriture serrée en latin médiéval. Quelques passages étaient illustrés de dessins troublants, des créatures tentaculaires, des rituels sanglants et, récurrents, l'image d'un puits béant. « C'est un journal », murmura-t-elle en déchiffrant les premiers mots. « Le journal d'un moine, frère Augustin de Cluny, daté de 1347. » Elle commença à lire à haute voix, traduisant le latin au fur et à mesure. « Anno Domini 1347, au mois d'octobre. Je consigne ici les événements terrifiants qui se sont déroulés dans le village maudit de Saint-Renard, afin que les générations futures soient averties du mal qui sommeille dans ces montagnes. Que Dieu me pardonne d'avoir été témoin de telles abominations. » La voix d'Isabeau se fit plus hésitante à mesure qu'elle poursuivait sa lecture. « Je suis arrivé dans ce village pour enquêter sur des rapports troublants,
des disparitions mystérieuses, des bruits étranges la nuit, et surtout, la résurgence d'un culte païen centré autour d'un ancien puits situé derrière l'église. Les villageois parlent à voix basse du puits d'enfer, prétendant qu'il existait bien avant l'arrivée du christianisme dans ces terres. Théodore s'était rapproché pour écouter. 1347. Nous sommes en pleine période de peste noire. Les populations étaient déjà fragilisées, superstitieuses. Isabeau continua sa lecture. Ce que j'ai découvert dépasse tout entendement chrétien. Ce puits n'est pas une simple construction humaine. Il s'agit d'un passage vers les abysses, un portail que les anciens habitants de ces montagnes utilisaient pour communiquer avec des entités que notre foi nous interdit de nommer. Les pierres runiques que j'ai trouvées parlent d'un pacte ancestral, d'un accord entre les hommes et les choses qui rampent dans les profondeurs de la terre. Hans s'était mis à arpenter nerveusement les abords du site. Ces descriptions, elles correspondent exactement à nos découvertes. Les gravures, les runes, l'organisation rituelique, le chef du culte, un homme nommé Aldric le Sombre, m'a révélé avant de mourir les véritables secrets du puits, poursuivit Isabeau. Les créatures qui habitent les profondeurs de la terre sont anciennes, bien plus anciennes que l'humanité. Elles se nourrissent de souffrance et de sang, mais surtout, elles se nourrissent d'âme. Le puits est leur bouche, leur moyen d'accéder à notre monde. En échange de sacrifices réguliers, elles accordent des pouvoirs à leurs serviteurs, la connaissance des secrets cachés, la capacité de voir l'avenir, le contrôle sur les éléments naturels. Marcel s'était signé à plusieurs reprises. Mademoiselle, peut-être devrions-nous arrêter cette lecture. Mais Isabeau était captivée, malgré l'horreur grandissante que lui inspirait le récit. Elle tourna la page et continua. Aldric m'a montré les véritables profondeurs du puits. Nous avons descendu des cordes sur plus de 100 mètres jusqu'à atteindre une vaste caverne souterraine. Là, dans l'obscurité la plus totale, j'ai vu les preuves de siècles de sacrifices. Des milliers d'ossements disposés selon des motifs ritueliques complexes, des autels taillés dans la roche vivante, et au centre de cette cathédrale de l'horreur, une fosse circulaire d'où montaient des vapeurs nauséabondes et des voix. La main d'Isabeau tremblait maintenant visiblement. Les mots du moine semblaient prendre vie, évoquant des images d'une clarté terrifiante dans son esprit. Les voix parlaient en langues multiples, des dialectes germaniques anciens, du latin corrompu, et parfois dans une langue qui n'a jamais été humaine. Elles promettaient des merveilles à ceux qui leur obéiraient. Mais je pouvais sentir derrière leurs promesses une faim incommensurable, une soif de destruction qui embrasserait le monde entier si elle était libérée. « Mademoiselle, » intervint Marcel d'une voix suppliante, « nous devons refermer ce puits et partir d'ici. Ce journal confirme tous nos pires soupçons. » Mais Isabeau était maintenant totalement absorbée par sa lecture. Elle tourna plusieurs pages, cherchant la suite du récit. J'ai tenté d'exorciser le puits selon les rites de notre Sainte Église, mais mes prières semblaient ne faire qu'irriter les entités tapies dans les profondeurs. Cette nuit-là, elles m'ont parlé directement, envahissant mes rêves de visions cauchemardesques. Elles m'ont montré ce qui arriverait si leur prison souterraine était brisée. Des armées de créatures tentaculaires déferlant sur la terre, des cités entières dévorées par l'ombre, l'humanité réduite en esclavage par des maîtres venus des profondeurs les plus noires de la création. Théodore avait pâli. Ces descriptions, on dirait les légendes Lovecraftiennes, mais 3 siècles avant Lovecraft. J'ai finalement réussi à convaincre les derniers membres du culte de m'aider à sceller définitivement le puits, continua Isabeau. Nous avons utilisé les runes de bannissement gravées sur l'ancienne pierre de scellement, renforcées par des bénédictions chrétiennes et du fer consacré. Le processus a nécessité le sacrifice volontaire de 3 membres du culte qui ont accepté de descendre dans les profondeurs pour graver les sceaux de fermeture directement sur les parois de la caverne infernale. Le sacrifice volontaire, murmura Hans. Cela expliquerait pourquoi nous avons trouvé des corps dans les niches, disposés rituellement. Isabeau arriva aux dernières pages du journal et sa voix se fit plus pressante. Le scellement semble avoir réussi. Les voix se sont tues. Les vapeurs nauséabondes ont cessé de monter des profondeurs.
Mais j'ai peur que notre victoire ne soit que temporaire. Ces entités sont immortelles et patientes. Elles attendront le temps qu'il faudra qu'un fou ou un imprudent brise les sceaux. Si quelqu'un lit un jour ces lignes, qu'il sache ceci: le puits de Saint-Renard ne doit jamais être rouvert. Les pierres de scellement ne doivent jamais être déplacées. Car ce qui dort dans les profondeurs de la terre ne cherche qu'une chose: remonter vers la lumière pour dévorer le monde des vivants. Un silence de plomb s'abattit sur le groupe. Tous les regards se tournèrent vers le puits béant où leurs cordes pendaient toujours vers les profondeurs obscures. Nous avons déplacé la pierre de scellement dès le premier jour, chuchota Marcel, la terreur évidente dans sa voix. Isabeau referma le journal d'une main tremblante. Malgré son scepticisme scientifique, elle ne pouvait ignorer l'accumulation troublante de coïncidences, les rêves collectifs, les bruits nocturnes, l'apparition mystérieuse du journal, et maintenant ce récit détaillé qui correspondait exactement à leur découverte. Il y a forcément une explication rationnelle, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Ce journal pourrait être un faux, une fabrication destinée à effrayer les curieux. Théodore examina le livre de plus près. Le parchemin, l'encre, la reliure, tout semble authentique. Et regardez ces taches sur certaines pages. On dirait « du sang », compléta Hans sombrement, « du sang séché depuis des siècles ». Soudain, un cri déchirant retentit depuis le village. Puis un autre, et encore un autre. Des voix affolées s'élevaient de toutes les directions, créant une cacophonie de terreur qui glaça le sang des archéologues. Auguste arriva en courant, le visage livide. « Mademoiselle Renaud, vous devez venir immédiatement, il se passe quelque chose d'horrible au village !» Ils le suivirent en hâte vers le centre du bourg. Ce qu'ils découvrirent défila toute explication rationnelle. Dans les rues, les habitants étaient sortis de leurs maisons et marchaient tous dans la même direction, vers le puits, d'un pas mécanique et les yeux révulsés. Ils murmurant à l'unisson des phrases dans une langue inconnue, leur voix se mêlant en un chant guttural et hypnotique. « Qu'est-ce qui leur arrive ?» cria Théodore. Auguste tentait désespérément d'arrêter sa propre épouse, qui marchait parmi les possédés. « Elle ne me reconnaît plus, elle ne m'entend plus !» Madame Hoffmann était également parmi les marcheurs, son visage d'ordinaire si chaleureux maintenant figé dans une expression de transe absolue. Fritz, l'ouvrier qui avait eu sa crise la veille, menait la procession, psalmodiant des incantations dans la langue inhumaine que décrivait le journal du moine. « Le journal », murmura Isabeau avec horreur. En le lisant à voix haute, j'ai peut-être réveillé quelque chose. La procession de villageois possédés se dirigeait inexorablement vers le site de fouille, vers le puits ouvert, et dans les profondeurs de cette bouche béante, un écho lointain commençait à résonner, comme si quelque chose d'immense remuait dans les abysses souterraines. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui adore les contes d'horreur. La procession de villageois possédés avançait avec une régularité mécanique terrifiante vers le puits. Isabeau et son équipe les regardaient approcher, paralysés par l'horreur de la situation. Les voix psalmodiantes s'amplifiaient à mesure que le groupe grossissait, car d'autres habitants sortaient continuellement de leur maison pour se joindre à cette marche macabre. « Il faut faire quelque chose !» cria Auguste, tentant toujours désespérément d'arrêter sa femme. Mais dès qu'il la touchait, elle émettait un sifflement inhumain et ses ongles se transformaient en griffes qui lacéraient l'air. Isabeau observait la scène avec un mélange de fascination scientifique et de terreur pure. Le journal du moine avait décrit exactement ce phénomène, l'influence des entités souterraines sur les esprits humains, leur capacité à transformer les gens ordinaires en serviteurs dociles. « Nous devons retourner au puits », déclara-t-elle soudain. « Si ces créatures cherchent à remonter, c'est par là qu'elles vont émerger. Peut-être pouvons-nous encore refermer le passage. » Théodore la regarda comme si elle avait perdu la raison. « Vous voulez aller vers le danger au lieu de fuir? Réfléchissez, si nous fuyons et que ces choses se libèrent, combien de villages, combien de villes seront contaminées? Nous avons une responsabilité. C'est nous qui avons brisé le sceau. » Hans, malgré sa peur évidente, hocha la tête. Elle a raison. Et de toute façon,
Regardez. Il pointait vers l'horizon. Au-delà du village, d'autres processions semblaient converger vers Saint-Renard. Des silhouettes sombres descendaient des montagnes environnantes, toutes marchant du même pas hypnotique vers le puits. L'influence s'étend, murmura Isabeau. Plus elles gagnent en force, plus leur rayon d'action augmente. Marcel, qui était resté silencieux, cracha par terre avec dégoût. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas combattre des démons avec des pelles et des pinceaux. Isabeau ouvrit de nouveau le journal du moine, cherchant fiévreusement des informations sur la façon dont frère Augustin avait réussi à sceller le puits la première fois. « Écoutez ceci, dit-elle en traduisant rapidement. Les sceaux de fermeture doivent être gravés à la base du puits, dans la caverne principale, avec du fer béni et du sang volontairement donné. Les runes de bannissement ne fonctionnent que si elles sont tracées par quelqu'un qui connaît leur véritable signification et qui accepte les conséquences de son acte. » « Quelles conséquences ?» demanda Théodore, bien qu'il craignît la réponse. Isabeau continua sa lecture. Celui qui trace les sceaux doit rester dans la caverne pour les maintenir actifs. Il devient le gardien éternel du portail, empêchant par sa présence et son sacrifice que les entités remontent vers la surface. Son âme est liée au scellement jusqu'à la fin des temps. Un silence pesant accueillit cette révélation. La procession de possédés approchait maintenant du site de fouille, leurs chants inhumains résonnant dans toute la vallée. « Il doit y avoir une autre solution », insista Théodore. « La science moderne, nos connaissances. La science ne peut rien contre ceci », coupa Marcel. « J'ai vu assez de choses impossibles ces derniers jours pour comprendre que nous sommes face à quelque chose qui dépasse notre entendement. » Isabeau prit une décision soudaine. « Je descends dans le puits. Je vais tenter de refermer le portail selon les indications du moine. »« Non !» protesta Théodore. « C'est de la folie pure. Vous ne pouvez pas sacrifier votre vie pour sauver peut-être des milliers d'innocents. Si, je le peux et je le dois. » Elle se dirigea vers leur équipement, rassemblant cordes, lanternes et les outils les plus tranchants qu'elle put trouver. Hans l'aida silencieusement, comprenant qu'aucun argument ne la ferait changer d'avis. Les possédés atteignirent finalement le périmètre du site de fouille. Au lieu de se précipiter vers le puits comme l'équipe s'y attendait, ils formèrent un cercle parfait autour de l'excavation et continuèrent leur psalmodie. Leur voix semblait maintenant résonner directement dans les profondeurs, appelant quelque chose qui leur répondait par des échos terrifiants. « Ils préparent quelque chose », observa Hans, « un rituel d'invocation. En effet, les chants devenaient plus complexes, plus rythmés. Des harmoniques impossibles se mêlaient aux voix humaines, créant une musique qui blessait les oreilles et faisait vibrer l'air lui-même. Isabeau vérifia son équipement une dernière fois. « Si je ne remonte pas d'ici 1 heure, dynamitez l'entrée du puits, ensevelissez-le sous les rochers. Ce ne sera peut-être pas définitif, mais cela gagnera du temps. » Théodore lui saisit le bras. « Isabeau, je ne peux pas vous laisser faire cela seul. Je descends avec vous. » « Non. Quelqu'un doit rester ici pour témoigner de ce qui s'est passé, pour avertir les autorités. Et puis, d'après le journal, le rituel ne fonctionne que si une seule personne trace les sceaux. » Elle s'approcha du bord du puits. L'odeur nauséabonde qui en montait était maintenant presque insupportable, mélange de charogne, de soufre et d'autres choses d'innommables. Les chants des possédés s'intensifièrent à son approche, comme s'ils sentaient que le moment crucial approchait. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Isabeau commença sa descente. Après quelques mètres, elle se retrouva entourée d'une obscurité quasi totale, sa lanterne ne créant qu'un faible cercle de lumière vacillante. Les parois du puits semblaient maintenant suinter une substance visqueuse et brillante, et les gravures anciennes paraissaient bouger dans la lumière dansante. À 20 mètres de profondeur, elle entendit distinctement des voix remonter des abysses. Mais contrairement aux chants uniformes des possédés à la surface, ces voix étaient multiples, discordantes, emplies de haine et de faim. Elles parlaient effectivement en langue multiple, comme l'avait décrit le moine.
latin corrompu, dialectes germaniques anciens, et cette langue inhumaine qui faisait frissonner l'âme. À 30 mètres, elle atteignit la chambre circulaire qu'elle avait explorée avec Théodore. Mais celle-ci avait changé. Les fresques sur les murs bougeaient maintenant réellement, montrant en boucle des scènes de sacrifices et de rituels. La substance visqueuse qui suintait des parois s'accumulait au sol, formant des flaques phosphorescentes qui pulsaient comme des cœurs battants. « Plus profond », murmuraient les voix, « viens plus profond, nous t'attendons depuis si longtemps ». Isabeau continua sa descente, luttant contre l'envie primitive de fuir. À 50 mètres, elle découvrit des passages latéraux qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. Des tunnels sombres d'où s'échappaient des courants d'air fétides et des murmures incessants. À 70 mètres, elle atteignit enfin ce que le moine avait décrit, la caverne principale. Sa lanterne révéla un espace immense, une cathédrale souterraine aux dimensions impossibles. Le sol était entièrement tapissé d'ossements humains, arrangés selon des motifs géométriques complexes. Au centre de cet ossuaire gigantesque se trouvait effectivement une fosse circulaire, d'où montaient des vapeurs verdâtres. Mais ce qui horrifia le plus Isabeau, ce furent les autels. Des dizaines de blocs de pierre taillés entouraient la fosse centrale, et sur chacun d'eux reposaient des corps momifiés, parfaitement préservés malgré leur âge évident. Ces corps étaient disposés selon des positions rituelliques précises, et tous avaient des yeux ouverts, fixant la fosse avec une expression de terreur éternelle. Les gardiens, comprit-elle avec horreur. Tous ceux qui ont tenté de sceller le portail au cours des siècles. Ils sont toujours là, toujours conscients, toujours en train de maintenir les sceaux. Des voix s'élevèrent de la fosse, plus claires maintenant, plus séductrices. Rejoins-nous, Isabeau Renaud. Nous connaissons ton nom, nous connaissons ton cœur. Tu cherches la connaissance, nous sommes la source de toute connaissance. Tu veux comprendre les mystères de l'univers? Descends jusqu'à nous. Isabeau s'approcha prudemment de la fosse. Ce qu'elle vit dans ses profondeurs la figea d'horreur. Ce n'était pas une simple cavité rocheuse, mais un véritable portail vers autre chose. Les parois de la fosse semblaient s'étendre à l'infini, et dans cette obscurité impossible, des formes tentaculaires gigantesques ondulaient lentement, attendant patiemment le moment de leur libération. Nous sommes anciens, Isabeau. Nous étions là avant les étoiles, nous serons là après leur mort. Votre espèce n'est qu'un accident temporaire dans l'histoire cosmique. Mais vous pouvez choisir votre camp. Aidez-nous à remonter, et nous vous donnerons l'immortalité et la connaissance absolue. Isabeau serra les dents et sortit ses outils. D'après le journal, elle devait graver les runes de bannissement sur le pourtour de la fosse, en utilisant du fer béni et son propre sang. Mais d'abord, elle devait comprendre les runes elles-mêmes. Elle ouvrit le journal à la page où frère Augustin avait recopié les symboles de bannissement. À sa grande surprise, elle constata qu'elle pouvait maintenant les lire, comme si la proximité du portail avait éveillé en elle des connaissances enfouies. Les runes disaient « Par le fer et le sang, par la volonté et le sacrifice, nous scellons ce passage. Que les anciens demeurent dans leurs abysses jusqu'à la fin des temps. Que cette âme liée maintienne éternellement la barrière entre les mondes. Éternellement, répéta-t-elle à voix haute, comprenant enfin l'ampleur de son sacrifice à venir. Elle commença à graver les runes sur la pierre, utilisant un burin d'acier qu'elle avait fait bénir par le père Bénédicte avant de partir. Chaque trait qu'elle gravait semblait provoquer des hurlements de rage dans les profondeurs de la fosse. « Tu ne comprends pas ce que tu fais », rugissaient les voix. « Nous sommes l'avenir de ton espèce. Nous sommes l'évolution. Quand nous régnerons, il n'y aura plus de guerre, plus de souffrance, plus de mort. Seulement l'ordre parfait sous notre domination. » Isabeau continua son travail, gravant méthodiquement chaque rune autour de la fosse. Quand elle eut terminé le cercle complet, elle se taille profondément la paume avec son couteau et laissa son sang couler dans les gravures. Les runes s'illuminèrent d'une lumière rouge sang, et la caverne tout entière se mit à trembler. « Non !» hurlèrent les entités. « Tu nous condamnes à une prison éternelle. Tu condamnes ton espèce à l'ignorance et à la mortalité. » Isabeau s'agenouilla au centre du cercle runique, sentant déjà les liens invisibles se former entre son âme et le sceau.
Si c'est le prix à payer pour protéger l'humanité de votre évolution, alors je l'accepte. Un silence soudain s'abattit sur la caverne. Puis, lentement, un autre corps momifié apparut sur l'un des autels vides, celui d'Isabeau elle-même, figée dans une position de méditation éternelle, les yeux ouverts et fixés sur la fosse scellée. En surface, les possédés s'effondrèrent soudain comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils. Les chants inhumains cessèrent, remplacés par le silence habituel de la montagne. Auguste courut vers sa femme, qui clignait des yeux avec confusion, ne se souvenant de rien. Théodore, Hans et Marcel attendirent longtemps le retour d'Isabeau. Quand il devint évident qu'elle ne remonterait pas, ils scellèrent définitivement le puits selon ses instructions, le remplissant de rochers et de béton. Officiellement, l'archéologue Isabeau Renaud périt dans un accident de fouille à Saint-Renard. Son corps ne fut jamais retrouvé. Les autorités classèrent l'affaire et le site fut déclaré zone interdite pour des raisons de sécurité géologique. Mais dans les profondeurs de la terre, dans une caverne oubliée sous les montagnes d'Alsace, une âme vigilante monte toujours la garde. Maintenant, par sa seule volonté, une barrière entre notre monde et les horreurs qui rampent dans les abysses cosmiques. 5 ans s'étaient écoulés depuis les événements tragiques de Saint-Renard. Le village avait retrouvé sa tranquillité apparente, mais les habitants gardaient tous un souvenir troublant de ces journées où ils avaient perdu le contrôle de leur esprit. Auguste, devenu plus grave et plus méditatif, veillait personnellement à ce que personne ne s'approche du site scellé. Théodore Blanchard était retourné à Paris, où il enseignait maintenant l'archéologie à la Sorbonne. Mais il ne pouvait oublier son expérience à Saint-Renard. Dans ses cours, il mettait toujours en garde ses étudiants contre les dangers de l'imprudence scientifique, sans jamais révéler la véritable nature de ces dangers. Un matin de printemps de 1905, il reçut une lettre qui fit ressurgir tous ses souvenirs terrifiants. L'expéditeur était le docteur Heinrich Zimmermann, le fils d'Auguste, devenu géologue après ses études à Munich. « Monsieur Blanchard », écrivait Heinrich, « je me permets de vous écrire car mon père m'a raconté votre expérience dans notre village. Je suis maintenant docteur en géologie et j'ai fait des découvertes troublantes qui pourraient vous intéresser. J'aimerais vous rencontrer pour discuter de ces questions délicates. Il se pourrait que le sacrifice de mademoiselle Renaud n'ait pas été entièrement efficace. » Théodore prit le premier train pour l'Alsace, le cœur serré par l'appréhension. Il retrouva Heinrich à Saint-Renard, devant l'auberge au cerf blanc que tenait toujours madame Hoffmann, maintenant âgée et blanchie par les années. Heinrich était un jeune homme sérieux d'une trentaine d'années, aux yeux perçants hérités de son père. Il accueillit Théodore avec gravité et l'emmena immédiatement vers le site scellé. « Regardez !» dit-il en désignant le monticule de rochers et de béton qui marquait l'ancien emplacement du puits. « Vous voyez ces fissures ?» Effectivement, de fines lézardes parcouraient la surface du scellement et de l'une d'elles s'échappait un mince filet de vapeur verdâtre. « Cela a commencé il y a 6 mois, » expliqua Heinrich. « D'abord, ce n'étaient que des craquements nocturnes, puis ces vapeurs sont apparues. Et maintenant, il conduisit Théodore vers l'église Saint-Martin. À l'intérieur, ils découvrirent le père Bénédicte, maintenant très âgé, agenouillé devant l'autel en prière perpétuelle. « Mon père » appela Heinrich doucement. Le vieux prêtre leva vers eux des yeux fatigués, creusés par des années de veille anxieuse. « Heinrich et monsieur Blanchard, n'est-ce pas? Je vous attendais. Vous nous attendiez. » s'étonna Théodore. « Elle me parle parfois, » murmura le père Bénédicte. « Mademoiselle Renaud, dans mes rêves, elle m'avertit que les seaux s'affaiblissent. Son sacrifice maintient la barrière, mais elle ne peut pas la renforcer seule. Il faudrait quoi, mon père? D'autres âmes pour partager le fardeau, d'autres gardiens volontaires pour l'aider à maintenir le portail fermé. » Heinrich et Théodore échangèrent un regard inquiet. « Vous voulez dire que d'autres personnes doivent se sacrifier ?» demanda Heinrich. Le prêtre hocha tristement la tête. « C'est ce qu'elle m'a expliqué. Les entités dans les profondeurs sont immortelles et patientes. Elles exercent une pression constante sur les sceaux. »
Une seule âme humaine, même aussi déterminée que celle de mademoiselle Renaud, ne peut résister éternellement. Théodore s'assit lourdement sur un banc de l'église. Combien de temps nous reste-t-il avant que les sceaux cèdent complètement? Selon ses calculs, peut-être 10 ans, peut-être moins si la pression augmente. Heinrich sortit un carnet de sa poche et le tendit à Théodore. J'ai étudié la géologie de la région en profondeur. Ce que nous prenions pour un phénomène isolé s'étend en réalité sur des centaines de kilomètres souterrains. Saint-Renard n'est que l'un des nombreux points d'accès. Théodore feuilleta le carnet, découvrant des cartes détaillées des réseaux souterrains des Vosges. Heinrich avait identifié 17 autres sites où des anomalies similaires avaient été rapportées au cours des siècles. Disparitions mystérieuses, phénomènes acoustiques étranges, découvertes archéologiques rapidement étouffées par les autorités. Vous voulez dire qu'il existe d'autres puits? Pas des puits construits par l'homme, mais des fissures naturelles dans la croûte terrestre qui permettent aux entités de remonter vers la surface. Saint-Renard était le plus important, c'est pourquoi les anciens cultes l'avaient aménagé. Mais si les sceaux cèdent ici, les autres points d'accès s'activeront, compléta Théodore avec horreur. Un effet domino. Le père Bénédicte se leva péniblement. « Messieurs, je dois vous révéler quelque chose d'autre. Depuis 5 ans, j'ai reçu des lettres de prêtres et de savants dans toute l'Europe. Des phénomènes similaires se manifestent partout, en Bavière, dans les Carpates, en Écosse, même en Scandinavie. Comme si le réveil des entités de Saint-Renard avait réveillé leurs semblables dans le monde entier. » Heinrich pâlit. « Vous voulez dire que ce n'est plus un problème local, mais mondial? » J'en ai peur, mon fils. Et pire encore, certaines de mes correspondances suggèrent que des groupes se forment, des néo-cultistes qui tentent de rouvrir délibérément ces anciens portails, persuadés que l'humanité doit évoluer sous la domination des entités anciennes. Théodore se leva brusquement. « Nous devons constituer un réseau de surveillance et de protection. Identifier tous ces sites, trouver des volontaires pour les sceller si nécessaire. »« J'y ai déjà pensé, » répondit Heinrich en sortant d'autres documents. « Regardez, j'ai établi une liste de personnes de confiance, archéologues, géologues, membres du clergé, même quelques militaires. Des gens qui ont vécu des expériences similaires à la nôtre et qui comprendraient la nécessité d'agir. » Mais Théodore examina la liste. « Comment proposez-vous de les convaincre? Personne ne croira une histoire pareille sans preuve. »« Nous avons des preuves, » intervint le père Bénédicte. Le journal de frère Augustin n'était pas unique. D'autres moines, d'autres érudits ont documenté ces phénomènes au cours des siècles. Les archives du Vatican contiennent des rapports sur ce qu'ils appellent pudiquement des manifestations démoniaques géologiques. Heinrich hocha la tête. Et mes recherches géologiques fournissent une base scientifique crédible. Nous pouvons présenter cela comme une étude des risques sismiques et gaziers des formations souterraines anciennes. Au cours des semaines suivantes, ils établirent discrètement leur réseau. Ils l'appelèrent l'Ordre des gardiens terrestres, une organisation secrète dédiée à la protection de l'humanité contre les menaces souterraines. Chaque membre était soigneusement sélectionné et initié progressivement aux véritables enjeux. Le docteur Marcus Weber, géologue allemand, avait vécu une expérience similaire dans une mine abandonnée de la forêt noire. Le père O'Sullivan, prêtre irlandais, avait documenté des phénomènes étranges dans les anciennes tourbières celtiques. La professeure Helena Volkov, archéologue russe, avait découvert des structures souterraines troublantes dans l'Oural. Chacun apportait ses connaissances et son expérience, créant peu à peu une carte mondiale des zones de risque. Ils développèrent des protocoles de surveillance, des méthodes de scellement d'urgence et surtout une liste de volontaires prêts à se sacrifier si nécessaire. Nous ne pouvons pas demander aux gens de donner leur vie sans qu'ils comprennent parfaitement les enjeux, insistait Théodore lors de leur réunion secrète. C'est pourquoi nous devons être totalement transparents avec nos membres, répondait Heinrich. Chaque gardien doit savoir qu'il pourrait un jour être appelé à devenir un sceau vivant, un protecteur éternel de l'humanité. Ils établirent leur quartier général secret dans un ancien monastère abandonné des Vosges, non loin de Saint-Renard.
Là, ils rassemblèrent tous leurs documents, leurs cartes, leurs archives. Ils formèrent aussi leurs membres aux techniques de scellement décrites dans les anciens grimoires. Mais leur travail le plus important était la surveillance constante des sites sensibles. Chaque semaine, Heinrich retournait au puits scellé de Saint-Renard pour vérifier l'état des fissures et mesurer les émanations gazeuses. Chaque mois, il descendait secrètement dans les anciennes caves de l'église pour tenter de communiquer avec l'esprit d'Isabeau. Ces communications étaient brèves et troublantes. L'âme de l'archéologue semblait lutter constamment contre une pression immense, maintenant de sa seule volonté la barrière entre les mondes. Elle leur transmettait des avertissements, des tentatives d'intrusion dans d'autres sites, des mouvements suspects de cultistes, des affaiblissements soudains des sceaux anciens. Les entités apprennent, leur révéla-t-elle lors d'une communication particulièrement claire en 1907. Elles comprennent maintenant comment nous procédons. Elles créent des diversions, des attaques simultanées sur plusieurs sites pour diviser nos forces. Et elles recrutent activement parmi les humains, promettant pouvoir et connaissance à ceux qui les aident. Cette révélation força l'ordre à évoluer. Il ne pouvait plus se contenter de réagir aux menaces, il devait les anticiper. Heinrich développa un réseau d'informateurs dans les milieux archéologiques et géologiques européens, surveillant toute découverte suspecte. Le père Bénédicte établit des contacts discrets avec le Vatican pour accéder aux archives secrètes de l'Église. En 1908, leur vigilance porta ses fruits. Le docteur Weber les alerta qu'une expédition archéologique allemande s'apprêtait à explorer une caverne profonde dans les Alpes bavaroises, un site que les anciens textes décrivaient comme « le gouffre aux 1000 voies ». Ils ne savent pas à quoi ils s'attaquent, rapporta Weber lors d'une réunion d'urgence. Leur leader, le professeur von Heyden, pense avoir découvert un site cultuel celtique majeur. Mais, selon mes recherches, c'est l'un des portails les plus dangereux d'Europe centrale. L'ordre agit rapidement. Théodore et Heinrich se rendirent en Bavière sous de faux prétextes, prétendant représenter un musée parisien intéressé par les découvertes de von Heyden. Ils arrivèrent juste à temps pour voir l'expédition allemande disparaître dans les profondeurs de la caverne. « Nous sommes trop tard », murmura Heinrich en observant l'entrée béante de la caverne. Des échos troublants remontaient des profondeurs, mélange de cris humains et de voix inhumaines. « Non », répondit Théodore en préparant leur équipement. « Nous avons peut-être encore le temps de limiter les dégâts. » Ils descendirent dans la caverne, suivant les traces de l'expédition allemande. Ce qu'ils découvrirent était encore pire que leurs cauchemars les plus noirs. Les archéologues allemands avaient effectivement trouvé une chambre rituelle ancienne, mais ils avaient aussi libéré quelque chose qui n'aurait jamais dû voir la lumière. Au fond de la caverne, ils trouvèrent les corps de l'expédition, arrangés selon le même motif rituel qu'ils avaient observé à Saint-Renard. Mais cette fois, les corps bougeaient encore, animés par quelque chose qui n'était plus entièrement humain. Théodore, Heinrich, croassa l'une des créatures qui avait autrefois été le professeur von Heyden. Rejoignez-nous, l'évolution a commencé. Nous sommes les premiers d'une nouvelle espèce. Heinrich recula avec horreur. Elles ne les ont pas tués, elles les ont transformés. En serviteurs conscients, compléta Théodore. Plus intelligents que les possédés de Saint-Renard, mais tout aussi dévoués à leur cause. Ils réalisèrent qu'ils faisaient face à une nouvelle tactique des entités anciennes. Au lieu de simplement posséder les humains temporairement, elles les transformaient de manière permanente, créant une race hybride capable de fonctionner normalement en surface tout en servant leur maître souterrain. La bataille qui s'ensuivit fut brève mais terrifiante. Les créatures hybrides conservaient l'intelligence et les connaissances de leurs anciennes vies humaines, mais possédaient maintenant une force et une résistance surhumaines. Heinrich et Théodore ne purent s'échapper qu'en provoquant un effondrement partiel de la caverne, scellant temporairement le portail bavarois. « Nous devons avertir tous les membres de l'ordre », halta Théodore, tandis qu'il fuyait les Alpes. Les règles du jeu ont changé. Ces créatures peuvent maintenant infiltrer la société humaine normale. De retour à Saint-Renard, ils trouvèrent une situation alarmante.
Les fissures dans le scellement du puits s'étaient élargies et Heinrich détecta des niveaux dangereux de gaz souterrain. Pire encore, plusieurs habitants du village présentaient des symptômes étranges, période d'absence, murmures dans des langues inconnues et surtout une fascination morbide pour le site scellé. Le scellement de Mademoiselle Renaud ne tiendra plus longtemps, diagnostiqua Heinrich après ces mesures. Et maintenant que nous savons que les entités peuvent créer des serviteurs permanents, nous ne pouvons pas risquer une nouvelle évasion. Théodore prit une décision qui lui coûta énormément. « Je vais descendre. Je vais rejoindre Isabeau pour renforcer les sceaux. »« Non, » protesta Heinrich, « il doit y avoir une autre solution. »« Regardez les faits, » répondit calmement Théodore. « Les attaques se multiplient dans le monde entier. Notre réseau est débordé. Si Saint-Renard tombe, c'est toute l'Europe centrale qui sera contaminée. Et je préfère donner ma vie consciemment plutôt que risquer de devenir l'une de ces créatures hybrides. » La nuit suivante, sous une lune nouvelle qui plongeait la vallée dans l'obscurité totale, Théodore procéda au rituel de descente volontaire. Il brisa délicatement une partie du scellement, juste assez pour se glisser dans le puits avec son équipement de scellage. Heinrich le regarda disparaître dans les profondeurs, le cœur serré par l'émotion et l'admiration pour ce sacrifice héroïque. Au fond du puits, dans la caverne cathédrale et aux ossements, Théodore retrouva l'esprit d'Isabeau. Elle l'accueillit avec un sourire triste mais reconnaissant. « Je savais que quelqu'un viendrait », lui dit-elle d'une voix qui résonnait directement dans son esprit. « Seul, je ne pouvais plus maintenir la barrière. Ensemble, nous pouvons la renforcer pour au moins un siècle. » « Et après » demanda Théodore, tandis qu'il gravait de nouvelles runes de scellement autour de la fosse. « D'autres viendront. L'ordre que vous avez créé survivra et grandira. Chaque génération fournira ses gardiens volontaires. C'est le prix de la liberté humaine, la vigilance éternelle et le sacrifice de quelques-uns pour protéger la multitude. » Théodore acheva son travail et sentit les liens spirituels se former entre son âme et les sceaux anciens. Son corps se figea dans la position du gardien éternel, mais son esprit demeurait conscient, uni à celui d'Isabeau dans leur surveillance perpétuelle. En surface, Heinrich scella définitivement le puits, utilisant des techniques améliorées développées par l'ordre. Il établit aussi un poste de surveillance permanent déguisé en station météorologique pour monitorer constamment l'état des sceaux. L'ordre des gardiens terrestres grandit et évolua au cours des décennies suivantes. Ils développèrent des technologies plus sophistiquées, recrutèrent des membres dans le monde entier et surtout préparèrent les générations futures à reprendre leur mission. Chaque nouveau membre de l'ordre apprenait l'histoire d'Isabeau Renaud et de Théodore Blanchard, les premiers gardiens volontaires qui avaient donné leur liberté éternelle pour protéger l'humanité. Leur sacrifice devint la pierre angulaire d'une tradition qui se perpétua à travers les guerres, les révolutions et les changements d'époque. En 1914, quand la Grande Guerre éclata, l'ordre dut s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques. Les bombardements et les tranchées révélaient parfois des sites anciens, et les gardiens durent intervenir discrètement sur les champs de bataille pour empêcher des catastrophes occultes. En 1939, ils découvrirent avec horreur que certains membres du régime nazi tentaient d'exploiter les entités anciennes pour leurs projets de domination mondiale. Une guerre secrète s'engagea alors, parallèle au conflit mondial, entre l'ordre et les cultistes fascistes. Mais à Saint-Renard, dans les profondeurs silencieuses de la terre, deux âmes vigilantes continuaient leur garde éternelle, symbole de ce que l'humanité pouvait accomplir quand elle acceptait de sacrifier le bonheur individuel pour le bien de tous. Heinrich Zimmermann vécut jusqu'en 1960, dirigeant l'ordre pendant plus de 50 ans. À sa mort, il légua la direction à son neveu Peter, qui avait été initié dès son plus jeune âge aux secrets familiaux. Et ainsi, la tradition se perpétua, génération après génération, maintenant vivante la mémoire du sacrifice héroïque de deux archéologues qui avaient choisi de devenir les gardiens éternels de l'humanité. Dans les archives secrètes de l'ordre,
Conservée maintenant dans plusieurs sites sécurisés à travers le monde, l'histoire complète de Saint-Renard est méticuleusement documentée. Elle sert de guide et d'inspiration aux nouveaux membres, leur rappelant que parfois, le plus grand héroïsme consiste non pas à vivre glorieusement, mais à accepter un sacrifice silencieux pour protéger ceux qui ne sauront jamais qu'ils ont été sauvés. Et dans la vallée paisible des Vosges, où les touristes viennent aujourd'hui admirer les paysages alpins et goûter les spécialités locales, personne ne soupçonne qu'à quelques mètres sous leurs pieds, deux gardiens éternels montent toujours la garde, maintenant par leur seule volonté une barrière entre notre monde quotidien et les horreurs tentaculaires qui rampent dans les abysses de la création. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur cette affaire terrifiante. Vous voulez d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez les notifications et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. Rendez-vous dans le prochain cauchemar.